Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle vidéo sur une carrière un peu moins énorme que celle de Coppola dans la dernière vidéo, puisque c'est sur la carrière de Guy Ritchie, réalisateur anglais né le 10 septembre 1968 et qui a donc actuellement 52 ans. Guy Ritchie il a commencé dans la pub, il a fait ça pendant de nombreuses années, avant de se faire remarquer une première fois par le court-métrage The Hard Case en 95. Il y a assez peu de choses en réalité à dire sur ce court, mais en fait, il va surtout commencer à se faire un nom dès son premier long métrage, sorti en 1998, Arnaque, crime et botanique. Would have cost the other bloke 100 grand to see him. Soap was looking calm but in a coma. So the other guy jacked it in, followed swiftly by his heart. Then, of course, there's Joe. How much money's he got? Easy, Harry, easy, mate. Only ask him. I'd hate to see him lose here without his car. His house. Hold it down, man. He's got his lucky shirt on, mate. Oh, lucky. Arnaque, crime et botanique sort donc, comme je l'ai dit, en 98. Il est réalisé par Guy Ritchie, dont il signe également le scénario. À la musique, David Hughes et John Murphy, à la photo, Tim Morris Jones et au casting, Nick Moran dans le rôle principal, mais aussi Jason Statham, Jason Flemyng, Dexter Fletcher ou encore Vinnie Jones. On y trouve aussi, entre autres, Sting dans un petit rôle. Après avoir longtemps œuvré dans la pub, donc, il débute au cinéma. Et au passage, il va faire débuter plusieurs jeunes acteurs dans un film qui est devenu culte. Sur un mode assez proche du film choral, il va raconter l'histoire d'une petite bande d'arnaqueurs qui doit de l'argent à un type peu recommandable. Et pour éviter de perdre tous leurs doigts, ils vont devoir trouver une grosse somme en seulement quelques jours. Bien entendu, tout cela va les entraîner dans une suite d'événements inattendus et dans un style tout ce qu'il y a de plus anglais. Le film fait preuve d'un véritable humour, laissant déjà entrevoir ce que deviendra le cultissime Snatch quelques temps plus tard. Hormis la présence de Sting, pas de grande star, du moins à l'époque, c'était la première apparition de Statham au cinéma et pareil pour Vinnie Jones, on apprécie surtout la fraîcheur d'un film qui ne se prend pas la tête. Alors si le style est parfois déroutant et qu'on peut se perdre un peu dans l'histoire, il n'en demeure pas moins qu'on reste scotché devant le film. La photo, granuleuse et chaude, donne un cachet vieillot et un peu sale à ce film dont la BO est tout simplement parfaite. À chaque seconde, on se sent plongé dans ce Londres qui nous réserve bien des surprises. De plus, cette impression de se retrouver face à des petites frappes qui se prennent trop au sérieux s'avère fort agréable. Avec ce premier film, Guy Ritchie signe un film qui remboursera 30 fois sa mise de départ et sera suivi par une série, sans lien direct avec le film, ceci dit. Un début en fanfare dans le cinéma pour un réalisateur aujourd'hui un peu trop sous-estimé. Bon, où on en était? Les fusils pour les sbrousses, les lames pour les pros. On a des tonnes de cette putain d'herbe. C'est une déclaration de guerre. On a un énorme paquet de fric. Je veux que les responsables soient torturés. C'est un contractuel. Je déteste les contractuels. Mais le film qui va faire connaître Guy Ritchie, il sortira en 2000 et c'est un film nommé Snatch, ou en français sous-titré Tu braques ou tu raques. Un film qu'il réalise dont il écrit le scénario, à la photographie Tim Morris Jones et à la musique John Murphy. À la production, on retrouve entre autres Matthew Vaughn. Et au casting, Jason Statham, Stephen Graham, Brad Pitt, Dennis Farina ou encore Vinnie Jones, Benicio del Toro ou Jason Flemyng et même Ewen Bremer. Après un premier film très bien reçu, Guy Ritchie revient et semble s'imposer comme un réalisateur majeur des années à venir grâce à Snatch. Comme pour son précédent essai, le réalisateur nous entraîne dans un milieu fait de paris clandestins, de gangsters losers et de vols de diamants. Et les histoires se croisent tout au long de ce film aussi drôle qu'il est bien fichu, voire fou. Humour anglais, acteur au top et à fond dans le rôle, Snatch gagne sur tous les points. Sa mise en scène passe de la voix off à la narration classique en passant par des instants totalement déstructurés, le tout avec une fluidité rare. Voir Jason Statham dans ce rôle ou Brad Pitt en manouche au langage totalement incompréhensible reste un plaisir de chaque instant. De plus, les surprises réservées par l'histoire ne semblent jamais vouloir s'arrêter. Difficile de rester de marbre devant un tel film qui manie à la perfection tout ce qu'il fait. Alors certes, on a le droit de ne pas aimer le style, mais il serait dommage de passer à côté d'une œuvre qui ne cherche jamais à être plus impressionnante qu'elle ne l'est réellement. Et en cela, il fait honneur à tout un pan du cinéma anglais tout en le renouvelant et en s'imposant d'emblée comme un grand film, qui semblait alors définir la suite de la carrière de son réalisateur. Ce sera malheureusement pas aussi simple, mais la recherche du diamant reste inoubliable. Quand on fait partie d'un gang, on est censé savoir se débarrasser d'un cadavre. La meilleure façon, c'est d'en nourrir les cochons. Il suffit de les mettre à la diète quelques jours.
Pour un cochon affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivron. Rien à déclarer? Si, n'allez pas en Angleterre. Il a vraiment pas ses crises et avec des coussins qu'on a enlevés où c'est un pied de poule. Toujours en 2000, Guy Ritchie officie à la production de la série Lock, Stock, inspirée de Arnaque, Crime et Botanique, une série qui durera 7 épisodes. L'année suivante, en 2001, il est toujours producteur sur le film Carton Rouge, un film de Barry Skolnick, et on le retrouve également comme réalisateur de The Hire Star, un court-métrage publicitaire pour BMW. Jusqu'alors une carrière intéressante, Guy Ritchie revient en 2002 avec À la dérive, un film qu'il réalise dont il écrit le scénario d'après le scénario original de Lina Wertmüller, puisque c'est bel et bien un remake. À la photo, Alex Barber, à la musique, Michel Colombier, et au casting, Bruce Greenwood, Madonna, Elizabeth Banks, ou encore Adriano Giannini. Jusqu'ici, donc, il se construit une carrière intéressante, Guy Ritchie, mais il va faire une grosse erreur en décidant de s'attaquer au remake de Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Il va se foirer totalement. Pourtant, ça part sûrement d'une bonne intention. Comme je l'ai dit dans ma critique du film d'origine, le film original, il a pris un petit coup de vieux et le réactualiser semblait être une bonne chose. Mais là où Lina Wertmüller parvenait à faire basculer doucement ses personnages, Guy Ritchie opère des changements assez improbables. On retrouve donc l'histoire d'une femme, Madonna en l'occurrence, capitaliste au dernier degré, qui sera en croisière avec des amis tout aussi riches qu'elle, et son mari, Bruce Greenwood donc. Sur le bateau se trouve cependant un pêcheur, Adriano Giannini, le fils de Giancarlo Giannini qui était le premier rôle du film original, écologiste et qui va rapidement détester cette femme. Quand il se retrouve bien malgré eux sur une île déserte, les rôles vont cependant s'inverser. Mais là où le film se plante, c'est qu'il est incapable de justifier ce changement de comportement. Durant 20 minutes de moins que l'original, il semble enchaîner les scènes sans lien entre elles. Si Ritchie a clairement voulu créer un moteur pour sa compagne et future femme Madonna, il ne parvient finalement qu'à la ridiculiser en la transformant en femme ridiculement faible. Si le film a été aussi conspué à sa sortie, il est difficile d'en dire du bien aujourd'hui encore. Le discours est balourd, les personnages énervants, les séquences ridicules, et rien ne peut le sauver de la débâcle, à l'exception d'une seule et unique scène pendant laquelle Ritchie semble retrouver sa verve. Une scène de quelques secondes, imaginaire. Ça se fait. Il faut ensuite attendre 3 ans et 2005 pour revenir Guy Ritchie après l'échec de À la dérive, sur un scénario qu'il a écrit avec Ethan Gross et Paul Dodisco et qui a ensuite été adapté par Luc Besson. À la photo, Tim Morris Jones, à la musique, Nathaniel Meshali. Au casting, on retrouve Jason Statham, Ray Liotta ou encore Mark Strong. Après La dérive, donc, Guy Ritchie a perdu toute crédibilité. Logique qu'il se tourne vers un film un poil plus proche de ses premiers, bien qu'il ait choisi une approche différente. Jake Green traîne régulièrement avec de petits voyous. La conséquence, c'est qu'il se retrouve un jour en prison à la place d'un autre, et il y passe 7 ans. En sortant, il devient imbattable au jeu, et s'y met sérieusement. Ce qui l'amène à se faire proposer un boulot qui ne l'intéresse pas, ne souhaitant pas se retrouver au centre d'une guerre de gangs. Mais quand il apprend qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre, il change d'avis. Au premier visionnage, Revolver est incontestablement brouillon. Comme dans ses 2 premiers films, Ritchie passe d'un personnage à l'autre, d'une intrigue à l'autre, jusqu'à les lier lors des dernières minutes. Mais si le traitement est similaire, l'humour est nettement moins présent, le film se présentant comme un film d'arnaque à très grande échelle. Ce genre d'œuvre où on peine à savoir qui est l'arnaqueur et qui est le pigeon. Chose que l'on découvre au fur et à mesure et qui est ici au cœur même du film. Quelques scènes d'action sont bien présentes, et la performance de Jason Statham, tout comme celle de Ray Liotta, sont remarquables. On peut y ajouter un vrai travail sur les couleurs et les plans qui montrent une fois de plus les réelles qualités du réalisateur. Dommage alors que la BO ne soit pas toujours bien pensée, que la longueur du film l'empêche de fonctionner à plein régime, au point d'endormir un peu parfois. Pas de quoi cependant en faire la honte que certains y ont vu, peut-être aveuglés par leur haine du film précédent de Ritchie. Un bon film qui mérite d'être vu, mais qui fait pas partie des meilleurs du réalisateur, certes. Vous la prenez pour votre meilleur ami. Vous trouverez un bon adversaire, là où vous vous attendrez le moins à le voir surgir. Vous ne respectez pas les règles, Monsieur Green. Je sais pas ce qui a pu se passer, où ça a merdé.
Et en 2006, Guy Ritchie revient, mais cette fois-ci avec un téléfilm nommé Suspect, un film dont je ne pourrais pas vous parler puisque je n'ai pas trouvé, que j'ai trouvé très peu d'informations, souvent différentes en plus, sur son histoire et ce qu'il est réellement. Guy Ritchie fait son retour en 2008 avec Rock'n'Rolla, un film qu'il réalise, qu'il écrit, à la photographie on a David Hicks et à la musique Steve Aile. Au casting, Gerard Butler, Tom Wilkinson, Sandy Newton, Mark Strong, Idris Elba, Tom Hardy, Tobey Kebbell, Ludacris, Jeremy Piven ou encore Gemma Arterton et Jimmy Campbell Bower. Après 2 échecs consécutifs, même si celui de Revolver reste assez injustifié, Guy Ritchie revient à son style de prédilection pour relancer sa carrière. Et si le film ne connaîtra pas un grand succès public, il lui permet de retrouver sa verve. On retrouve une nouvelle fois une comédie de gangsters dans la veine des 2 premiers films du réalisateur. Des personnages assez improbables et plutôt nombreux vivent chacun leur histoire, forcément liés par une affaire commune. Avec un gros casting, beaucoup d'humour, une mise en scène à un rythme cordeau et une grande BO, Rock'n'Rolla s'assume du début à la fin comme le successeur désigné de Snatch, et s'il n'en atteint pas tout à fait le niveau, il reste un excellent film. On pourra lui reprocher un tas de choses, on a parfois du mal à suivre l'avancée de chaque personnage, il paye malgré tout quelques rares longueurs et l'originalité n'est pas sa qualité première, mais malgré tout on prend un vrai plaisir à retrouver cet humour typiquement anglais, mais aussi un casting parfaitement dirigé. Il est même regrettable que la suite annoncée à la fin du film n'ait pas encore vu le jour et ne le verra peut-être jamais. Bref, si vous avez aimé le début de carrière de l'ex-marine Madonna, Rock'n'Rolla est un film qui devrait vous plaire, et ce, même s'il fut mal vendu à sa sortie. On disait qu'il était crade, violent, dans la veine des Tarantino. Il mérite en tout cas d'être vu. Don't hurt me, Arch. I'm only little. Archie, slap him, send him to school, because I can't take no more of this. If a slap don't work, you cut them or you pay them. But you keep the receipts, because this ain't the mafia. You try to poison me, the dirty Cossack. You guys are gonna take care of him? What do you think we are, gangsters? You're what they call a real Rock and roller. Rock and roller. rock and roller. Scary, ain't he? You'll never sing the same if your teeth ain't chipmunk. En 2009, Hollywood fait appel à Guy Ritchie pour relancer Sherlock Holmes. Sur la base d'un scénario de Michael Robert Johnson, Anthony Peckham et Simon Kinberg, avec à la musique Hans Zimmer, et au casting Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Kelly Reilly, Eddie Marsan, ou encore d'autres noms un peu moins connus. Ils font appel à Guy Ritchie parce qu'il est anglais, et donc il a l'air un peu proche du personnage. Sauf que la filmographie du réalisateur n'a pas grand chose à voir avec le détective jusque-là. Pourtant, il accepte et va adapter le détective à son style tout en faisant un blockbuster. Pour beaucoup, cela confine à la trahison et le film sera assez mal reçu par les spectateurs. Pourtant, le réalisateur ne fait qu'extrapoler les propositions de Conan Doyle. Selon celui-ci, Sherlock Holmes est un amateur de boxe. Si on y ajoute ses capacités, cela en fait un bon boxeur et potentiel homme d'action également. Son Sherlock est drogué, c'est le cas aussi dans les romans. Bref, l'intrigue tourne autour de Lord Blackwood, un homme qui est arrêté par Sherlock, mais ressuscite mystérieusement et a de sombres projets. Au passage, il lance un sacré défi à l'ami Sherlock. Si une grande différence peut être notée entre le roman et le Sherlock du film, c'est du point de vue physique. Robert Downey Jr. n'a pas grand chose à voir avec la description donnée par Conan Doyle, ce qui n'en fait pas un mauvais Sherlock pour autant. Tout comme Jude Law est un bon choix en Watson, et le tout concourt à donner un film très agréable à suivre et qui reste un modèle de blockbuster intéressant à regarder, mais aussi dynamique et très bien rythmé. Ce n'est pas la meilleure adaptation ni un film d'une originalité folle, mais une belle reconstitution d'époque et un aspect divertissant prononcé en font un excellent film. Méthode. Mais je ne me plains jamais. Quand me suis-je plaint que vous jouiez du violon à 3h du matin, que vous ayez une hygiène déplorable, ou que vous preniez mon chien comme cobaye? Il a tué le chien, une fois encore. Je voulais changer le monde. Je me contenterai de mettre fin au vôtre. Je vous en prie, faites. Ôtez-moi ça de l'œil. Je l'ai dans la main, pas dans votre œil. Alors ôtez ce que vous avez en main de mon œil. Ah, ils se font du gringue du matin au soir. Sommes-nous mal partis?
Watson, vous avez un don inouï pour le silence. Vous êtes donc idéal comme compagnon. L'année suivante, en 2010, on retrouve Guy Ritchie, mais cette fois-ci, de retour dans la pub, pour la pub Un rendez-vous, un court-métrage publicitaire pour Dior. There might be two of us. What, two of you? Me and not seeing me. Ooh. Do you think you're ready for me? Oh, I'm shaking in my boots. You gotta do better than last time. You're gonna regret saying that. You gotta find me first. I'm so close. I can smell you. How will I recognize you? Deux ans plus tard, en 2011, Guy Ritchie réalise la suite de son Sherlock Holmes avec Sherlock Holmes Jeu d'ombre. Changement de scénariste, puisque cette fois c'est Kieran Mulroney et Michele Mulroney qui sont derrière le film, à la photographie Philippe Rousselot et à la musique Hans Zimmer. Au casting on retrouve Robert Downey Jr. et Jude Law bien sûr, mais aussi Jared Harris, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Stephen Fry, Kelly Reilly, Paul Anderson ou encore Eddie Marsan. Le succès du premier épisode a permis donc à Ritchie de réaliser le second de la trilogie annoncée, une trilogie dont on attend toujours la fin au passage. Il était nécessaire qu'à un moment Sherlock Holmes croise Moriarty. C'est dès le second épisode que cela s'effectue. En effet, il y est confronté dans Jeu d'ombre dont l'intrigue dévoile rapidement celui qui est au cœur de tout. Incarné par Jared Harris, un excellent choix d'ailleurs, Moriarty prouve d'emblée qu'il est un adversaire redoutable et cela jusqu'à l'affrontement final lors d'un duel mental remarquablement bien mis en scène et qui demeure une des meilleures scènes des deux films. Car si celui-ci ne fait pas la passe sur 2-3 longueurs, il reste un très bon film, divertissant et respectueux. Respectueux une nouvelle fois de l'œuvre de Conan Doyle tout en s'adaptant au style très britannique du réalisateur qui offre une nouvelle fois des décors et costumes tellement bien fichus qu'on s'y croirait. Un vrai plaisir sur lequel certains ont encore une fois craché, mais il faut reconnaître que, si la série Sherlock en est forcément plus proche, cette version est encore une fois un moment très divertissant qui se sert des capacités de son personnage pour le mener à travers une aventure plus épique qu'il n'y paraît. Ainsi, Guy Ritchie prouve qu'on peut détourner un matériau de base sans pour autant le trahir ou le dénaturer. Une réussite qui reste difficile à avaler pour certains, mais dont j'attends le dénouement avec une certaine impatience. Mais qu'est-ce que... J'ai eu le meilleur déguisement, j'en conviens. Vous connaissez mes méthodes. Au travail, voulez-vous? Vos secondes sont comptées. Faites-moi confiance. Non. Vous venez de tuer ma femme! J'ai tout soigneusement minuté! Laissez-moi vous guider. Faites mouche! On peut estimer que j'ai fait mouche. Vous semblez... radieux, hystérique. C'est le cas. Quasi... euphorique. psychotique. J'aurais mieux fait de vous servir un sédatif. Et alors qu'on attend Sherlock Holmes 3, au bout de 4 ans, on commence à désespérer. Mais pourtant, Guy Ritchie revient. Mais il revient pas avec Sherlock Holmes 3, justement, mais bel et bien avec Agents très spéciaux, Code Uncle. Un film adapté d'une série télévisée, une série qui se nommait Des agents très spéciaux, ou The Man from Uncle. C'était d'ailleurs le titre original du film, en VO. Il le réalise, mais il l'écrit aussi avec Lionel Vigram, à la photographie John Mathieson, et à la musique Daniel Pemberton. Au casting, on retrouve Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, ou encore Hugh Grant et Jared Harris, mais aussi un caméo de David Beckham. C'était à l'époque la nouvelle mode, l'adaptation de séries télé au cinéma. Il fallait que Guy Ritchie s'y mette également.
Assez peu connue en France, la série mettait en scène des agents que tout oppose dans des missions d'espionnage. Ici, la trame est reprise puisqu'on y trouve un agent du KGB et un agent du CIA faisant équipe contre une menace nucléaire au début des années 60, en pleine guerre froide donc. Si on pourrait reprocher le choix d'un acteur américain, en l'occurrence Armie Hammer, dans le rôle du russe, force est de reconnaître que le casting fait partie des grandes réussites du film. Je reproche souvent aux deux acteurs principaux leur manque de charisme, mais ici, je sais pas comment, mais la sauce prend parfaitement. Ainsi, leurs caractères opposés font de cette comédie d'espionnage une vraie réussite. Si le déroulement de l'intrigue n'a rien de bien surprenant, c'est bien les dialogues et la mise en scène qui font le charme du film. Usant des faits rétro parfaitement mixés à une certaine modernité, on se prend au jeu et il s'agit d'un divertissement haut de gamme, assurant un rythme soutenu grâce à un joli mélange d'action et d'humour. Il ne cherche jamais à se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il sait bien qu'il doit nous amuser, il le fait avec grand brio, car si j'ai pu regretter 5-10 minutes de trop, je suis ressorti en priant pour qu'une suite voie le jour. Bon, ce qui semble mal barré au vu du peu de gens qui avaient vu le film en salle le soir de la sortie, et au jour d'aujourd'hui on n'en parle plus du tout, 6 ans après. Bon, ça n'arrivera probablement jamais. Si on y ajoute quelques seconds rôles bien sentis, comme Hugh Grant ou Jared Harris, un Henry Cavill qui pourrait faire un excellent James Bond d'ailleurs, il y avait passé le casting pour Casino Royale, et le personnage de Napoléon Solo qui joue dans le film a d'ailleurs été créé par Ian Fleming justement. Et un sens aigu du plaisir donné au spectateur, on tient là une des bonnes surprises à l'époque de sa sortie. Vous n'êtes pas très fort sur la subtilité, n'est-ce pas? Il va rester comme ça environ 20 minutes. Attention, pas toucher. Vous allez avoir droit à la fessée. Vous voulez qu'on se batte? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Après vous. Accrochez-vous, cowboy! Pour un agent spécial, votre journée n'est pas très spéciale, n'est-ce pas? Elles vous appartiennent ou sont-elles à moi? On retrouve Guy Ritchie en 2017 avec un film qui ne semble pas adapté à son style, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. À la photographie, on a John Mathieson, à la musique Daniel Pemberton, et au scénario, Joby Harold, Guy Ritchie lui-même, David Dupkin et Lionel Vigram. Au casting, on retrouve Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbee, Jimon Hounsou, Aidan Gillen, Jude Law, Eric Bana. Bref, un sacré beau casting. On pouvait craindre de perdre totalement Ritchie dans ce projet qui, pourtant, lui tenait à cœur. Eh bien pas du tout, l'anglais se faisant sacrément plaisir. La famille Pendragon est liée à l'épée d'Excalibur. À la mort de son père, Arthur se retrouve seul et vit dans la rue jusqu'à ce que le destin le pousse à prendre conscience de qui il est. Et c'est un étrange film qui nous livre. Étrange par ses ruptures de ton passant de moments de la plus grande poésie à un humour débridé tendance Snatch et donc purement Ritchiesque. Si on y ajoute un montage qui renvoie parfois à ses films précédents et de nombreux clins d'œil mais aussi une esthétique assez unique, on est là devant un film qui, on peut le dire, n'a jamais été vu en salle. Cela ne comporte pas que de bonnes choses malgré tout car on a parfois du mal à savoir le ton réel qu'il souhaite prendre et on s'y perd un peu. Mais il est indéniable qu'on y prend un certain plaisir et qu'on est loin de la honte annoncée par certains. Ne vous fiez donc pas à la bande-annonce et préparez-vous à subir des dialogues en décalage avec le style médiéval et aussi un casting assez souvent en surjeu. Mais à côté de ça, vous verrez aussi de pures séquences que vous n'avez jamais ou rarement vues avant. Et aussi un caméo de David Beckham un peu trop appuyé. Alors vous aurez le droit de le détester, mais pour ma part j'en suis ressorti en ayant vu un bon petit divertissement, mais un des Ritchie les plus faibles, c'est vrai. Ce qui en fait juste un bon petit film. Par tous les moyens, traquez-le. Si c'est moi qui crève, suivez-le. Si c'est lui qui crève, suivez-moi. Vous voulez qu'il voie grand? Donnez-lui quelque chose de grand à voir. Vous vouliez une prophétie? Voilà votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Contemplez. Votre homme né roi. En 2019, Guy Ritchie va revenir avec non pas un, mais bel et bien 2 films. Et le premier, c'est, à la surprise générale, Aladdin. Et oui, on parle bien du remake live du film Disney. Pour le coup, le scénario sera signé Guy Ritchie, mais aussi John August. À la photographie, on trouve Alan Stewart. Et à la musique, Alan Menken et Nas Lucas. Au casting, Mena Massoud, Naomi Scott ou encore Will Smith et Billy Magnussen, voire même Marwan Kenzari. Alors on va pas se mentir, hein, l'Aladdin on ne l'attendait pas particulièrement, même si on apprécie Guy Ritchie. Et le résultat est pas très convaincant.
Alors, on prend les mêmes et on recommence. Ouais, exactement les mêmes, parce que si Disney veut nous vendre une Jasmine féministe, il faudra se contenter d'un simple morceau original particulièrement mauvais. Et puis, dès les premières minutes, les bonnes intentions du projet s'effondrent. Will Smith est le premier acteur crédité. De là à dire qu'il a voulu poser son empreinte sur le film. D'ailleurs, il faut reconnaître au film que ses séquences purement fantastiques sont de loin les plus réussies, les autres tombant dans une redite embarrassante. Et qu'en est-il du choix du réalisateur? Parce qu'avec un voleur comme personnage principal, il y avait moyen de retrouver du Guy Ritchie là-dedans. Eh ben non. Le film pourrait être réalisé par n'importe qui d'autre. Et profitons du contexte inspiré de l'Inde pour rendre un hommage à Bollywood? Non plus. Les chansons sont intégrées de la même manière que dans le film d'animation original. Alors qu'est-ce qui les différencie? Bah pas grand-chose. Et pire, on tombe parfois dans quelques blagues douteuses qui ne seraient pas sans rappeler la version avec Kev Adams. Mais derrière tout cela, force est de reconnaître que la maîtrise du réalisateur lui permet tout de même de livrer un film regardable qui cherche pas plus loin. Mais sérieusement, si vous voulez que vos enfants découvrent Aladdin, bah montrez-leur plutôt l'original. C'est moins long et c'est quand même mieux fichu. Mais au moins, Jafar, il y avait du charisme. Tu as l'air d'un prince, en apparence. Mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur, en piste. Non, c'est moi qui décide, d'accord? Je dis quand c'est le moment. Sérieusement? Je pensais qu'une princesse pouvait aller où elle voulait. Pas cette princesse. Vous me faites confiance? Ne ferme pas les yeux et contemple ces merveilles. Je suis monté trop, allé trop loin. Nous vivons ce rêve merveilleux. En 2019, Guy Ritchie sort un second film, The Gentleman. Au casting, on retrouve... C'est en 2021 qu'on retrouve Guy Ritchie, cette fois pour la réalisation du film Un homme en colère. Le scénario est signé cette fois-ci Guy Ritchie, mais avec Evan Atkinson et Marn Davis, à la photo Alan Stewart, à la musique Christopher Benstead, et au casting on retrouve Jason Statham, de retour chez Ritchie, Holt McCallany, Jeffrey Donovan ou encore Josh Hartnett, sans compter évidemment Eddie Marsan ou encore Scott Eastwood et Andy Garcia. Ayant retrouvé son meilleur niveau avec The Gentleman, Ritchie s'attaque à un remake du Convoyeur et en tire un excellent film dans son genre. Ash débarque dans une entreprise de convoyage de fonds. Il semble largement au-dessus du niveau requis et participe vite à de grands convoyages, mais Ash semble cacher quelque chose. En s'essayant à un pur remake, Ritchie aurait pu se planter, mais c'est faire la différence entre copie fade et reprise habitée. Et habité, Statham l'est ici. Massif à l'écran, il est aussi taiseux, froid. Clairement, il sait se montrer flippant tout au long des 2 heures, et ce, bien que le chapitrage du film ne lui permette pas d'être tout le temps présent. Ainsi, il va parfois être remplacé par d'autres équipes qui feront aussi bien le boulot, sans se départir du titre de second rôle, et ce, malgré la présence de Scott Eastwood, entre autres. Si on ne peut éviter d'avoir quelques regrets à la fin du visionnage, on tient là une série B efficace et qui fracasse. Alors on a bien une ou deux intrigues qui disparaissent en cours de route, mais aussi un final un peu brusque qui empêche le film d'être un véritable film intemporel. Reste qu'en termes de braquage, Ritchie n'a pas lâché sa marotte. D'action et de style, il fait le boulot tout en restant finalement assez sobre. On trouve moins, voire pas d'humour, et même les rôles secondaires ne sont pas franchement marquants, ni bien drôles. Leur intérêt est parfois limité, mais on s'y attache, et ils permettent de faire vivre un film qui, justement, ne laissera que peu de rescapés. Vous avez eu un accident. Où est mon fils? Il n'a pas survécu. Je dois savoir qui a tué mon fils. L'arbre a été secoué. Et pas qu'un peu, je te jure. On a fait au mieux. Vous aviez promis de faire l'impossible. Mais d'après ce que je sais, vous n'avez fait que tout votre possible. Apparemment, la nuit va être longue. Il faut agir de l'intérieur. Je peux faire en 2 semaines. Ce que vous aimeriez faire en 20 ans. Parce que je suis un homme en colère.
Avec ses derniers films, Guy Ritchie semble avoir retrouvé la forme et l'envie de réaliser. On devrait le retrouver d'ailleurs sous peu avec le thriller d'action Five Eyes, un film qu'il réalise dont le scénario est signé Ivan Atkinson et Mark Davis comme un homme en colère. Et au casting, on y retrouve Jason Statham et Josh Hartnett de nouveau, mais aussi Hugh Grant, Aubrey Plaza et Cary Elwes. Globalement, ça raconterait l'histoire de l'agent du MI6 Orson Fortune qui est recruté par les Five Eyes, une alliance internationale de services du renseignement qui souhaite empêcher la vente de nouvelles armes particulièrement dangereuses. Orson va devoir collaborer avec une experte en technologie de la CIA. Aux quatre coins du monde, ils vont traquer un richissime marchand d'armes. Un film qui donne assez envie, d'autant plus qu'on retrouvera donc Statham au casting. Mais il réalise également, on est en train de s'occuper actuellement du film The Ministry of Ungentlemanly Warfare, un film qui reviendrait sur la formation des premiers commandos britanniques après les bombardements de l'Angleterre par l'armée allemande en 1939. Un film qui devrait adopter un ton tarantinesque a priori. Voilà donc pour ce retour sur Guy Ritchie, un réalisateur que personnellement j'apprécie et que je trouve un poil sous-estimé, même s'il a fait quelques films clairement moins réussis. Et on reviendra donc sur cette vidéo dans de prochaines versions lors de la sortie de ses prochains films. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous.